Comment transformer des idées en solutions concrètes? Dans cet épisode, deux diplômés au parcours inspirant, l'un concepteur d'applications d'entraide et l'autre expert en marketing numérique, partagent leur vision commune de l'innovation pour inspirer le changement. Bienvenue à Au-delà du diplôme. Offert grâce à notre partenaire TD Assurance, ce balado est une présentation du Bureau des diplômés de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Originaire de la Côte d'Ivoire, Maxime Aké est développeur et entrepreneur en technologie de l'information, spécialisé dans le développement d'applications web et mobiles. Diplômé en ingénierie des systèmes informatiques en Côte d'Ivoire et au Maroc, ainsi qu'en mathématiques et informatique appliquée au Québec, il a fondé Toots, une plateforme de marché en ligne valorisant la découverte culturelle. Passionné par la nature, les voyages et les cultures, il prône un leadership collaboratif et inclusif axé sur le vivre ensemble. Très impliqué dans la vie associative, il a été lauréat du prix de l'engagement étudiant en 2020 de l'UQTR. Diplômé en marketing à l'UQTR en 2016 après un DEC en information de gestion, Jean-François Chevalier allie ses deux domaines d'études et évolue dans le monde de la publicité et du marketing digital au sein de multiples agences basées à Montréal. Expert en marketing appliqué aux moteurs de recherche, il assure un rôle de formateur pour toute l'équipe média chez Adviso. Il se concentre sur l'uniformisation des meilleures pratiques au sein des comptes publicitaires et sur le rayonnement de cette expertise dans l'industrie. Plongeons dans l'univers de ce duo créatif, deux diplômés au parcours unique, prêts à partager leurs perspectives inspirantes sur l'innovation numérique et l'impact de la collaboration entre technologie et stratégie marketing, en direct de la salle e-sport de l'UQTR. Bonjour Maxime. Bonjour Jean-François. Donc, on est réunis ici pour se parler un peu de nos parcours. On se connaît pas. Les deux, en fait, on ressort de notre parcours à l'UQTR. Donc, je veux en savoir plus sur toi. Qui es-tu? Et en fait, depuis ton passage à l'université, qu'est-ce que tu as fait par la suite? OK. D'abord, je voulais dire merci à l'UQTR et à l'équipe du Balado pour l'invitation. Et merci aussi à toi, Jean-François. C'est un plaisir pour moi d'échanger avec toi et de profiter de cet instant de balado pour mieux te connaître aussi. Alors, moi, mon parcours, il a commencé dans un petit village en Afrique, plus précisément en Côte d'Ivoire, mon pays d'origine. Fait que pour les amoureux du chocolat, la Côte d'Ivoire, c'est le premier pays producteur et exportateur de fèves de cacao au monde. Donc, il y a de cela environ 30 ans en arrière, la technologie n'était pas tant que ça répandue dans le pays, particulièrement dans les villages, là, à l'intérieur du pays. Et à l'époque, avoir un ordinateur dans un village, c'était quelque chose de très rare, là. Et on ne parlait pas aussi de téléphone intelligent, tout ça à l'époque, parce que c'était encore de la science-fiction à la limite, là. Et bien, c'est comme ça qu'un jour, avec mon ami d'enfance, on s'est rendu dans l'espèce de bureau administratif du village, là, qui faisait office de mairie. Et là, son oncle y travaillait. Fait que c'est dans ce bureau-là que j'ai fait la découverte qui a bouleversé ma vie, là. J'ai vu, j'ai touché, j'ai utilisé pour la toute première fois de ma vie un ordinateur. Puis ça, on remonte à il y a 30 ans? 30 ans en arrière, wow. Dans un village. Fait que l'oncle en question nous a comme permis de jouer à un jeu sur l'ordinateur. Il a mis une espèce de jeu, je pense que c'était Mario dans le temps. Et il nous a montré qu'est-ce qu'il fallait comme appuyer, etc. Puis ce fut un moment magique pour moi. J'étais rempli de curiosité et d'émerveillement. Fait que c'est comme ça que je suis tombé en amour avec la technologie. Et je n'avais que 6 ans. Et toi, Jean-François, la découverte de l'ordinateur, la technologie, ça t'a dit quelque chose? Définitivement que je suis peut-être un peu plus exposé à tout ça. J'ai eu un ordinateur chez moi, en fait, lorsque j'avais 12 ans. Wow. Donc, j'étais un peu plus exposé à ça. Toi, à quel moment dans ta vie est-ce que tu es arrivé ici au Québec? Je suis arrivé il y a de cela 6 ans maintenant. Je suis au Québec. Fait que, pour continuer mon histoire, quelques années ont passé et après cette découverte de l'ordinateur en étant enfant, on a déménagé dans la capitale économique, Abidjan, c'est la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Fait que là, j'ai connu ce qu'on appelait à l'époque les cybercafés.
Je ne sais pas si ça existait ici, mais le genre d'espace de travail où est-ce que tu viens, tu as accès à un ordinateur bureau, avec, je pense, un temps, tu es alloué, tu payes pour un temps, etc. Fait que, mais je ne sais pas si ça existait, tu as connu Ça existait définitivement ici. Je pense qu'il y en a encore un peu partout. C'est peut-être moins populaire, mais définitivement que lorsqu'on était plus jeune, il y avait des cybercafés pour l'utilisation d'ordinateurs. OK. Fait que moi, c'est comme ça que je me suis perfectionné à l'utilisation de l'ordinateur. Je dépensais tous mes sous dans les cybercafés parce que, dans le fond, j'étais fasciné à l'idée d'explorer le monde au travers d'un ordinateur. Pour moi, là, en fait, naviguer sur Internet, c'était comme au 16e siècle, l'explorateur qui prend son bateau, qui dit ben, « je pars découvrir le monde ». Pour moi, c'était ça la limite. Donc, je voyais mon ordinateur comme mon bateau et je voyais Internet comme l'océan, là, dans le fond. Fait que j'ai eu cette expérience et je me suis perfectionné comme ça à l'utilisation de l'ordinateur. Et c'est comme ça que je peux dire cette expérience d'enfance, de rencontre avec, d'une première rencontre avec l'ordinateur, a comme éveillé en moi cette passion pour la technologie. Et c'est comme ça que j'ai été conduit petit à petit dans mon parcours académique en informatique. Puis plus concrètement, quand on arrive dans les dernières années, qu'est-ce qui a fait en sorte, suite à ton passage ici, où est-ce que ça a débouché tout ça, ta passion pour l'Internet, l'ordinateur? Qu'est-ce qui en a suivi de l'université? OK. Fait que pour juste parler de mon parcours aussi académique, là, en fait, je me souviens, lorsque je faisais l'équivalent de mon secondaire en Côte d'Ivoire, on a reçu la visite d'une conseillère en orientation qui a dit, dans la vie, il y a ce qu'on veut faire, il y a ce qu'on peut faire, et il y a ce que la vie nous donne de faire. Fait que moi, là, cette phrase m'a marqué. Je me suis dit, je veux faire l'informatique. Je peux le faire parce que j'avais comme cette petite expérience de cybercafé. Mm-hmm. Et tu sais quoi, la vie m'a donné de faire l'informatique, finalement, en fin de compte. Fait que c'est comme ça que j'ai diplômé en ingénierie des systèmes informatiques en Côte d'Ivoire et au Maroc. Fait que le choix du Maroc s'est fait pour la langue française et parce que aussi à l'époque, je crois même maintenant aussi, le Maroc est une des belles places pour apprendre l'informatique. Fait que c'est un peu comme ça que je me suis rendu aussi, je pense. Après le Maroc, c'est là que je suis venu ici pour terminer mon parcours académique avec une maîtrise. J'ai obtenu ici une maîtrise en mathématiques et informatique appliquée. Et je continue d'apprendre. Là, je me suis inscrit cet été à un certificat en anglais. Fait que voilà un peu mon parcours académique. Merveilleux. Puis, suite à ton parcours académique, quels ont été les travails? Qu'est-ce que tu as monté par la suite? Qu'est-ce que Maxime a fait en sortant de l'université? Bien, en sortant de l'université, d'abord, juste à la fin de mon parcours, j'avais développé une application mobile pour aider les nouveaux arrivants au système de taxation d'ici. Fait que c'était le projet majeur de mon parcours. Mais je me souviens aussi de mon projet de mémoire qui parlait j'ai travaillé sur un assistant mobile pour aider à la recherche des enfants disparus. Fait que je pense que c'est les deux projets majeurs sur lesquels j'ai travaillé étant étudiant et en fin d'études. Et je pense que c'est ça. Magnifique. Et suite à tout ça, en fait, là, justement, j'ai pu un peu voir ton parcours. J'ai été voir ton site web, en fait, l'application mobile. C'est suivi ensuite d'un site web. Qu'est-ce que tu as monté par la suite? J'ai pu voir Toots. Je ne sais pas si je le prononce de la bonne façon, mais parle-moi un peu plus de ton projet. Ben, mon projet, avant de parler de mon projet, je voulais aussi parler de qui je suis professionnellement parlant. Oui. Ben, je suis développeur et je suis aussi entrepreneur dans le domaine des technologies avec une expertise en développement d'applications mobiles et web. Fait que de mes 6 années d'expérience ici, j'ai travaillé j'ai été chargé de projet en informatique pour l'UQTR. J'ai travaillé sur le projet de l'application mobile étudiante. Là. Je fais comme une étude de faisabilité pour le projet. Et après ça, j'ai travaillé aussi dans différents domaines avec des clients dans le domaine de l'hôtellerie, dans le domaine médical, juridique
aussi financier. Et à côté de ça, c'est là que j'ai parti le projet dont tu as mentionné toutes. En fait, j'ai créé un espace numérique de découverte pour aider à la valorisation des produits d'art et du terroir du Québec. Fait que... C'est vraiment tout à ton honneur. En fait, j'ai découvert des produits d'ici et d'ailleurs via ton site web, donc c'est vraiment un beau projet. Ça fait combien de temps que ça a été lancé, ce projet-là? Ben oui, justement, j'aimerais bien raconter l'origine, comment est-ce que ça a commencé. En fait, lorsque je suis arrivé ici, je recherchais une plateforme où est-ce que je pouvais acheter des produits qui correspondaient à ma culture, généralement des produits agroalimentaires, mais aussi découvrir des produits d'ici en même temps. Fait qu'une plateforme qui allait me permettre d'acheter qu'est-ce que je recherchais, mais aussi découvrir qu'est-ce qui était ici. Je n'ai pas trouvé. Et par curiosité, je me suis dit, ben tiens, je vais me rendre dans quelques magasins de marchands, puis je vais parler avec eux, essayer de comprendre la problématique dans le fond. Fait que c'est comme ça que je me suis rendu dans certains magasins d'épicerie spécialisés. J'ai parlé à des marchands, même dans des marchés publics. Ici, on a le marché Godefroy qui est pas loin d'ici. Mm-hmm. J'ai fait aussi des marchés de Noël, où est-ce que j'ai parlé à quelques marchands. Je pense qu'on a une exposition à chaque automne au centre des rivières. Ça s'appelle le Plaisir des tables. Je l'ai visité à plusieurs reprises. Et c'est comme ça qu'en parlant aux marchands, j'ai compris, dans le fond, leur peine, comme on dit, leur douleur. Et en bout de ligne, je me suis dit, ben, il y a un besoin, il y a quelque chose qu'il faut faire. Et c'est comme ça que j'ai parti le projet Toots, qui est ça s'écrit T-H-O-O-T-S. Et c'est la première plateforme de marchand en ligne multi-vendeur et transactionnel de produits d'art et du terroir et axé sur la découverte culturelle. C'est vraiment super intéressant et j'aurais envie d'en savoir plus parce qu'au-delà du développement web, il y a beaucoup de gestion d'approvisionnement, le stockage, où est-ce que ces produits-là, d'où est-ce qu'ils viennent, comment est-ce que tu les procures. Donc, c'est vraiment super intéressant à découvrir. Donc, avis à tout le monde d'aller vraiment explorer tout. C'est un super beau projet. Tiens, Jean-François, parle-moi de toi, de ton parcours aussi. Comment est-ce que tu t'es rendu à l'UQTR? Oui, en fait, je suis initialement dans un contexte un petit peu moins exotique. Donc, je viens de la Rive-Nord de Montréal, donc un gars de Repentigny. J'ai fait mes études justement sur la Rive-Nord de Montréal ainsi qu'à Montréal. J'ai fait un DEC en informatique de gestion. Donc, c'est là que j'ai un peu appris tout le volet digital. J'ai appris à programmer plusieurs langages différents, ce qui m'a vraiment donné la piqûre. De mon côté, j'ai mon père qui a évolué beaucoup dans le domaine pharmaceutique et de développement de logiciels. Donc, j'avais déjà une petite envie de devenir programmeur, développeur. C'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Suite à mes études collégiales, j'ai trouvé un stage, j'ai travaillé un petit peu dans ce domaine-là et j'étais trop sociable pour ne faire seulement que la programmation. Donc, j'essaie de trouver une corde de plus à ajouter à mon arc, ce qui m'a amené à l'université, donc en marketing. Je me disais, le côté programmation, le côté marketing pourraient vraiment bien s'agencer ensemble. Et à la recherche d'université, décidément, venant de Repentigny, l'UQTR était un bon choix pour moi. Donc, j'ai à moitié fait le chemin en voiture, à moitié trouvé un appartement ici, donc je me suis un peu installé dans le coin. J'ai fait mes études ici et en fait, c'est là que j'ai vraiment découvert tout le marketing, ce qui m'a vraiment donné un état d'esprit. Donc, au final, il y a beaucoup de théories qu'on apprend à l'université, mais c'est du concret pour comment l'appliquer par la suite. Donc, comment est-ce qu'on devrait analyser un problème, comment est-ce qu'on devrait approcher une problématique. Et ça m'a vraiment donné beaucoup de contenu pour, après ça, me trouver un emploi dans le domaine. Fait que, rendu là, comment est-ce que t'as embarqué dans le domaine professionnel après ta formation? Est-ce que tu peux juste... Oui, définitivement. Donc, j'ai par la suite essayé de trouver un emploi. Donc, tout ce qui était programmation, tout ce qui était marketing, j'essaie de trouver des ponts qui pouvaient se faire entre tout ça. Donc, de mon côté, j'ai fait quelques petites formations sur le web avec via la plateforme Google. Il y a plusieurs formations en marketing digital, donc la publicité en ligne, publicité sur le moteur de recherche. Donc, j'ai fait mes certifications, puis j'ai finalement trouvé un stage dans une agence à Montréal qui m'a permis en fait de vraiment entamer ce travail-là. Comme j'expliquais un petit peu, c'est à chaque jour, j'apprenais de nouvelles choses parce que c'est vraiment très, très concret, publicité sur les moteurs de recherche, ce qui est complètement différent des connaissances que j'avais acquises ici, mais les deux venaient vraiment bien s'imbriquer.
Donc, au final, mon travail était vraiment de gérer des budgets et en fait de la publicité en ligne pour plusieurs clients. Donc, au sein de mon agence qui avait un portfolio de clients très large, on s'assurait de faire la publicité pour ces clients-là avec un budget qui était déjà prédéfini avec des objectifs. Donc, au final, de ton côté, tu as monté un site web pour justement la vente de produits d'art et du terroir. Oui, oui. Mais au final, moi, j'aurais pu prendre le budget d'un client comme ça, puis finir par en faire la publicité, puis s'assurer que les gens, lorsqu'ils recherchent des produits spécifiques, certaines publicités vont prendre le dessus. Donc, j'ai fini par apprendre vraiment beaucoup de ce côté-là. J'ai travaillé quelques années en agence. Évidemment, j'ai beaucoup aimé ça. J'ai beaucoup appris, mais c'est quand même un rythme très effréné. Donc, en agence, il y a beaucoup de clients sur lesquels tu travailles. Donc, je travaillais sur une quinzaine de clients à la fois. C'est beaucoup de travail, beaucoup de pression, mais j'ai appris énormément. Et j'ai fini par la suite à bifurquer du côté client. Donc, plutôt que de travailler pour une agence avec un portfolio, je me suis vraiment établi chez un client. Donc, j'ai travaillé pour Art Transat. Donc, j'ai vraiment beaucoup aidé leur campagne, encore une fois, sur les moteurs de recherche. Et je me suis expertisé, en fait, dans tout ce qui est moteur de recherche, donc marketing search. Donc, j'ai travaillé pendant près de 4 ans chez Art Transat. Évidemment, la pandémie a été un bel impact sur tout ce qui est marketing pour une ligne aérienne. Donc, ça a été ups and downs, mais ça a été quand même un super beau projet. Mais tiens, parlant de marketing search, mais ça me fait penser, pour monsieur, madame, tout le monde qui écoute, c'est quoi le marketing search? Donc, au final, lorsque je recherche, on va faire une recherche sur Google, j'ai besoin d'avoir des bots de randonnée. Donc, je cherche bots de randonnée et au final, Google, lui, scanne 100% des sites web en une fraction de seconde et il va trouver quels sont les sites qui sont les plus bien répertoriés. Donc, plutôt que de cibler des sites qui sont naturellement visés par Google, en fait, il y a des marques qui peuvent payer pour apparaître tout en haut. Donc, lorsqu'on fait une recherche puis il y a une annonce qui apparaît tout en haut, c'est tout un système de bourses et d'enchères sur lesquels on peut se décider de miser de l'argent sur certains mots-clés. Donc, moi, je travaille sur toute la structure qu'il y a derrière. Quel mot-clé est-ce que je veux apparaître pour tel produit? Donc, c'est un monde complètement différent de ce qu'on connaît actuellement, mais reste qu'il y a plein de petites facettes très technologiques et très précises qu'il va falloir peaufiner au travers du temps. Donc, c'est vraiment la gestion de ces enchères-là sur les mots-clés, puis évoluer vers la meilleure performance pour les clients. Donc, c'est un peu ce volet-là que j'ai touché. Et suite à justement Transat qui a pris fin après quelques années avec la pandémie, j'ai quitté cet emploi-là. Je suis retourné en fait en agence et maintenant, j'ai un poste de chef de pratique. Donc, pour tout ce qui est de l'expertise que j'ai accumulée, en fait, j'aide les employés à mon agence, donc chez Adviso. Je les aide à justement s'aligner avec les meilleures pratiques du milieu. Je fais la formation, essayer de vulgariser un peu tout ça pour les nouveaux employés et m'assurer aussi un rayonnement pour essayer de faire connaître un peu plus cette pratique-là à monsieur, madame, tout le monde. OK. Fait que, rendu là, est-ce que tu as aussi eu des implications, que ce soit dans le domaine professionnel, dans le domaine de la vie étudiante, que tu aimerais en parler? J'ai pas beaucoup retouché à ce volet-là. En fait, de mon côté, il y a eu certains concours. Il y avait le concours, le GOMA, qui était au travers des universités, en fait, partout dans le monde, qui est un concours, justement, de monter un compte publicitaire. Et en fait, via mon emploi, j'étais un coach. Donc, une fois par session, il y avait des étudiants qu'on rencontrait pour les aider à pousser plus loin leurs connaissances. Donc, en fait, c'était vraiment beaucoup des cours. C'est du mentorat? Exactement. Donc, c'était au niveau de la maîtrise en marketing. Donc, les gens il y avait un cours vraiment de marketing digital. Donc, ils devaient gérer un compte Google Ads. Et comme c'est très embryonnaire, donc le compte vient tout juste de commencer. Et comment est-ce qu'on peut les aider à pousser un peu plus loin? Donc, je les aidais à comprendre un peu les concepts et à voir comment est-ce qu'ils pouvaient améliorer la structure de leur compte pour les aider un peu plus. Donc, décidément que je me suis un peu impliqué avec les étudiants, mais sinon, j'ai pas. C'est la première fois que je remets les pieds à l'UQTR, donc très content d'être ici pour partager ce moment-là avec toi. Ben, très intéressant ce que tu viens d'expliquer là concernant ton parcours, ta vie professionnelle et puis tes implications aussi. Là, je vois que tu as fait du mentorat, c'est quelque chose de très intéressant. Moi, ça me parle à chaque fois quand j'entends mentorat, là. Mais dans une agence marketing, tu as parlé un peu de ce que tu faisais, mais c'est quoi les autres facettes, les autres départements? Donc, en fait, chaque agence va avoir un peu sa spécialisation. Donc, chez Adviso, là où je travaille en ce moment, il y a
énormément de départements. Donc, évidemment, il y a le département médias. Donc, j'ai vraiment une expertise dans tout ce qui est search, donc les moteurs de recherche. Mais évidemment, tout ce qui est réseaux sociaux, donc les annonces via les méta de ce monde, donc Facebook, Instagram, même en fait LinkedIn. Il y a plein de réseaux sociaux qui peuvent être utilisés pour des fins publicitaires. Donc, évidemment, le volet média est quelque chose d'assez important pour essayer de donner de la visibilité à ces clients-là et leur site web ou leurs produits. Mais il y a énormément d'autres départements, d'autres équipes qui peuvent aussi soutenir cette pratique-là. Donc, il y a tout ce qui est organique, donc au niveau de comment est-ce que le site est monté, la programmation qui est derrière le site. Moi, au final, je prends un site web qui est déjà tout monté et je m'assure une visibilité sur le web. Fait que tu travailles avec des développeurs ou... Évidemment, il y a des développeurs pour tout ce qui est analytics et développement de sites web. Donc, il y a moyen d'améliorer l'expérience utilisateur. Donc, comment est-ce qu'on peut replacer les morceaux sur une page web pour que ce soit plus fluide pour l'utilisateur, son parcours, si jamais il y a des produits à acheter, quelles sont les étapes qu'on passe, est-ce que tout est fluide aussi pour l'utilisateur. Donc, s'assurer de ne pas perdre quelqu'un qui est accroché à ton produit. Si jamais je commence un processus et qu'il y a des petites accroches, il y a des gens qui vont finir par quitter le processus. Donc, c'est s'assurer de rendre tout ça plus facile et plus fluide. Donc, tout le volet développement derrière et analytics, clairement. Et il y a en fait plein d'autres facettes aussi. Tout ce qui est marketing de courriel, donc ce qu'on parle de emailing. Lorsqu'il y a des lancements, on vient de passer plusieurs périodes promotionnelles. Donc, évidemment, il y a plein de petites publicités via des courriels qui peuvent être faites. Il y a plein d'autres facettes. Donc, évidemment, pour une agence, il faut aller approcher des clients pour s'assurer de leur offrir nos services. Donc, on a toute l'équipe de vente, toute l'équipe de gestion de business qui peuvent nous aider justement à aller acquérir ces clients-là. Donc, il y a énormément de présentations, ce qu'on appelle des pitchs, justement, qu'on va se présenter chez des clients pour aller leur offrir nos services, leur exposer qu'est-ce que nous, on peut faire pour les amener plus loin. Donc, toutes ces petites équipes-là viennent un peu travailler main dans la main pour peaufiner un peu la performance et les sites web de ces clients-là. Oui. Donc, j'ai une petite expertise, mais décidément, lorsqu'on voit des obstacles que nos clients vont rencontrer, on peut finir par dire, OK, mais plein d'autres équipes au sein de mon agence peuvent t'aider à pousser ça plus loin. Bien, justement, c'est là que je m'en allais en parlant d'obstacles. Quels sont les défis que vous pouvez rencontrer en tant qu'agence marketing ou que ce soit avec les clients? Comment est-ce que vous allez chercher? Quels sont les défis pour contracter, mettons, avec quelques clients? Je pense que le plus gros défi reste que maintenant, partir un site web, partir de nouveaux produits ou faire la vente de produits en ligne, c'est quelque chose qui est beaucoup plus accessible qu'avant. Donc, dans ce domaine-là, il y a énormément de compétition. Donc, l'idée, c'est de comment est-ce qu'on peut se positionner, en fait, se trouver son épingle dans le jeu. Donc, l'idée, c'est d'essayer de trouver un moyen de donner une offre qui est plus valable que les autres. Quels sont les facteurs qui rendent votre entreprise unique? Est-ce que c'est au niveau du service? Est-ce que c'est au niveau du prix? Est-ce que c'est au niveau de l'accessibilité, de la livraison? Évidemment, dans le monde d'aujourd'hui, avec un Amazon qui vous offre des produits livrés le lendemain, c'est difficile de faire compétition là-dessus. Donc, on veut plus mettre l'emphase sur faire la promotion des produits d'ici. Donc, c'est un peu exactement le même message que tu vas transmettre avec Toots. L'idée, c'est de donner une visibilité à des produits et des entreprises d'ici plutôt que d'essayer de promouvoir les gros oligopoles dans le monde. On pourrait discuter pendant des heures des nouvelles technologies et du marketing numérique, mais prenons une courte pause pour écouter une capsule de notre partenaire TD Assurance qui nous explique comment choisir un produit d'assurance. Et au retour, nos deux invités échangeront sur la complémentarité entre leurs deux professions. Joignez-vous à plus d'1 million de personnes au pays qui choisissent TD Assurance, le fournisseur d'assurance de groupe numéro 1 au Canada pour leur assurance habitation et auto. TD Assurance vous offre une assurance qui pourrait correspondre à vos besoins et une vaste gamme de produits tels que l'assurance auto, l'assurance propriétaire, l'assurance moto, VTT et motoneige ou encore l'assurance locataire ou habitation. De plus, les diplômés, les étudiants ainsi que les employés de l'UQTR ont accès à des tarifs préférentiels, à des rabais et à des économies via le programme TD Assurance Meloche Monex. Pour choisir un produit d'assurance répondant à vos besoins ou pour obtenir une soumission auprès de TD Assurance, composez le 1-866-293-9730 ou visitez le tdassurance.com/UQTR dès aujourd'hui. De retour au balado Au-delà du diplôme avec Maxime Maquet et Jean-François Chevalier qui poursuivent leur discussion sur le marketing numérique et comment optimiser la visibilité d'une plateforme.
Ben, alors, Jean-François, moi, j'ai constaté que nous avons deux points communs. Alors, le premier, c'est qu'on travaille tous deux avec différents clients et différents mandats. Et le deuxième point commun, qui est le principal, c'est la technologie. Fait que sur ce point-là, je pense qu'on va beaucoup jaser. Fait que parlant de marketing digital, je sais que c'est ton domaine. Moi, j'ai créé une plateforme de marché en ligne, puis marketing digital, plateforme de marché en ligne. Ben, le pont, il est là. On a tous besoin. Exact. En tant qu'une plateforme de marché en ligne, on a besoin de référencement, on a besoin de publicité digitale, etc. Fait que, comment est-ce que le marketing digital peut propulser une plateforme de e-commerce, par exemple? En fait, l'idée, c'est de trouver quel est ton terrain de jeu, quels sont les obstacles, quels sont les challenges que ton entreprise fait face. Donc, au final, si j'avais à aborder un nouveau client, ben on va poser une infinité de questions pour tout connaître de ton entreprise. Un diagnostic, dans le fond. Voilà, donc au final, il nous faut un brief média. Donc, au final, si tu avais de l'argent à mettre pour investir sur le rayonnement de ton entreprise, qu'est-ce que tu devrais faire? Qu'est-ce que tu voudrais avoir de plus? Est-ce que tu veux t'assurer de pousser plus de ventes en ligne? Est-ce que ton but, c'est de donner de la visibilité à ton site web et d'amener des gens qui vont visiter Toots et que le reste se fasse naturellement? Donc, au final, en ce moment, quelles sont les limitations auxquelles tu fais face pour ton entreprise? Mais les premières limitations, je pense, c'est aller chercher de la visibilité. Je pense que c'est le point majeur parce que la compétition existe. On a plusieurs plateformes de marché en ligne qui existent. Puis, nous, on vient avec un modèle assez particulier, mais comment gagner de la visibilité au milieu de la concurrence? C'est vraiment ça le défi principal. Et je pense que c'est là que toi, tu interviens, fait que définitivement, en fait, de ce côté-là, quelque chose qui s'applique autant sur la théorie de ce qu'on apprend à l'université, de plus concret, qu'on arrive vraiment dans le développement de ces sites web-là. Il y a définitivement un entonnoir pour l'utilisateur et l'idée, c'est qu'il faut générer de la visibilité, générer de la demande. Donc, au final, si j'essaie seulement d'attraper les gens qui vont rechercher certains mots-clés sur des moteurs de recherche, bien, je finis par avoir une certaine limitation de gens qui vont vraiment être activement en recherche. Donc, l'idée, c'est de donner un peu plus de visibilité. Donc, est-ce que sur ton site web, il y a de l'information, le volet historique derrière tout, quels sont les marchands, est-ce que tu donnes une certaine visibilité à ces gens-là? Donc, il y a moyen de faire des campagnes sur d'autres environnements. C'est là que les réseaux sociaux entrent en ligne de compte. Est-ce qu'il y a certaines bannières qu'on pourrait créer des images un peu plus qui pourraient capter l'attention et dire « Venez découvrir des marchands d'ici » et là, on amène les gens sur ton site pour venir s'informer sur qu'est-ce que tu offres réellement, qui sont les marchandiseurs, un peu leur histoire derrière, d'où viennent les produits, qu'est-ce que vous essayez de partager. Donc, au final, il faut aller rechercher les motifs chez les gens et essayer de générer une visibilité puis un intérêt de leur part. Puis une fois que cet intérêt-là est fait, en fait, c'est là qu'on vient capturer la demande. Donc, l'idée, c'est qu'on ne commence pas tout de suite un projet en disant « je veux des gens qui viennent acheter ». On veut commencer à donner de la visibilité et une fois qu'on va toucher beaucoup de gens, c'est là que c'est dans cette sélection de personnes-là, il va y avoir certains gens qui vont être plus engagés et par la suite, tout se fait un peu plus naturellement. Donc, l'idée, c'est d'aller créer cette vague-là de visibilité, aller toucher beaucoup de personnes d'un coup et voir qui finit par s'engager. Mais est-ce que ça existe, mettons, des premiers steps, mettons, pour avoir de la visibilité? Je donne un exemple simple. On part un projet numérique, on recherche de la visibilité. Est-ce qu'il y a des premiers pas pour vraiment avoir de la visibilité? Je sais que tu as parlé de tout un diagnostic, tout, mais si on veut juste avoir de la visibilité pour commencer, quels sont, mettons, les premiers steps les premiers pas à poser? La première chose qu'on dit souvent, c'est que au final, si un site web est très basique, donc au final, s'il manque de contenu sur le site, on amène des gens, ils vont finir par faire le tour et finir par les magasiner ailleurs. Le contenu, premièrement. Donc, la première chose, c'est vraiment le contenu. Au final, on peut mettre énormément d'argent pour amener plein de gens sur le site, mais si les gens arrivent sur le site et qu'il n'y a pas de contenu, au final, il faut les accrocher une fois qu'ils sont arrivés. Donc, que ce soit sur la page d'accueil, de mettre plein d'informations sur quelles sont les différentes facettes de ton entreprise, avoir des articles de blog ou des petites interviews où aujourd'hui, on rencontre tel marchandiseur qui vend tel produit, d'où est-ce qu'il vient, lui. Raconter des histoires. Voilà, on a commencé à parler de toi qui vient de la Côte d'Ivoire,
qui est allé au Maroc, ben, c'est ce volet-là qui fait que maintenant, je suis un peu plus accroché puis je veux en savoir plus sur toi. Ben, c'est ça le but, c'est d'aller générer cette visibilité-là puis d'accrocher les gens. Et une fois qu'on a une histoire à raconter, c'est là qu'on vient mettre un investissement derrière pour ramener les gens à lire cette histoire-là. Mais au final, ça nous prend une histoire. OK. Puis, lorsque tu me parles de contenu, moi, ça me fait penser automatiquement à la pertinence du contenu. Parce qu'on peut avoir du contenu que nous, on peut juger bon, mais pas forcément ceux qui visitent ou tu vois. Puis comment est-ce qu'on peut évaluer la pertinence du contenu? Je pense, je ne sais pas si c'est un domaine qui requiert le marketing, s'il faut un spécialiste de marketing pour répondre, mais je pense que la pertinence du contenu, c'est un élément clé dans le marketing. Fait que, comment est-ce qu'on évalue cette pertinence? Très bonne question. C'est un peu moins dans mon expertise, mais de ce que j'en connais, de ce que j'ai pu expérimenter, l'idée au final, c'est de donner un contexte plus large sur ce que tu fais réellement. Donc, au final, si je viens sur Toots puis que je vois des produits d'ici, produits d'art ou du terroir, bien, au final, je veux connaître un peu plus l'histoire autour de ces produits-là. Si au final, on part ailleurs puis on vient parler d'autres sujets qui sont complètement séparés de l'histoire de tous, bien, c'est là qu'on vient perdre un peu le fil directeur. Donc, notre but est de garder une pertinence à ce niveau-là. Mais au final, tout contenu est bon pour donner de la visibilité. Donc, l'idée, c'est d'essayer de trouver la meilleure pièce de contenu, mais bel et bien d'avoir une diversité. Donc, au final, c'est sûr et certain que si tu montes un article informatif sur ton site web pour donner une visibilité à certains produits, il y a plein de gens qui vont trouver que c'est de l'or pur et il y a des gens qui ne vont pas du tout accrocher. Donc, l'idée, c'est d'avoir une diversité et plutôt que de se mettre tous ses efforts sur un article en soi, eh bien, de commencer à donner plus de visibilité et créer du contenu de façon régulière. Et donc, ça vous permet, encore une fois, d'aller toucher les gens à chaque fois qu'il y a un article ou un contenu qui est plus large. Donc, évidemment, on peut parler d'articles qui sont sur votre site web et sinon, si c'est les produits qui sont derrière, lorsque je clique sur un des produits sur ton site, quelle est la fiche descriptive que je vais avoir derrière, quelle information tu peux me donner dessus. On pense toujours à avoir le plus de contenu possible. Donc, évidemment, si j'ai un produit avec 2 lignes de description, comparativement, si j'ai mon produit, qu'on me dit quelle est l'origine, quelle est la date de péremption, quelle est la description, pour quelle utilisation. Par exemple. Voilà. Et vegan, de là, c'est bio, tout ça. Voilà, exactement. Donc, plus d'informations on peut donner, plus d'informations l'utilisateur reçoit et avec lesquelles il va interagir. Donc, c'est là qu'on vient créer du contenu. Et évidemment, de nos jours, on essaie de se différencier des autres. Donc, les sites qui vont être un petit peu moins populés par ce contenu-là viennent perdre un peu à la course. OK. Mais moi, celle-là, ça m'envoie automatiquement dans l'expérience utilisateur. Ouais. Au niveau de l'expérience utilisateur, parce que le contenu, c'est une chose, dépendamment du visiteur qui vient sur la plateforme. Certains peuvent en aimer, quelqu'un peut aimer le contenu, d'autres non. Mais l'expérience utilisateur dans son ensemble, est-ce que ça compte aussi? La présentation du site, la présentation des produits, on parle dans le contexte d'un e-commerce, la présentation des produits, la présentation des boutiques. Est-ce que c'est des éléments qui comptent beaucoup pour le marketing digital? Définitivement, on peut voir ça comme la façon dont un immeuble peut être monté. L'idée, c'est que si je veux exposer mon client à des articles de blog, des articles informatifs sur les produits qu'il y a, les marchandiseurs, les pages de produits spécifiquement pour qu'est-ce qu'on veut mettre de l'avant. Et donc, chacune de ces facettes-là, l'idée, c'est d'exposer l'utilisateur à tout en même temps et que lui puisse faire ses choix. Donc, si j'avais à amener quelqu'un à lire un article, puis par la suite aller acheter, puis passer à son mode de paiement, puis revenir lire un autre article, l'idée, c'est que je veux qu'à chaque instant, donc sur chaque page où il va se trouver, il y a toujours un moyen de retourner dans un autre département. Donc, au final, pas d'amener d'une porte vers seulement une autre porte et seulement une autre porte. L'idée, c'est qu'à chaque fois qu'on rentre dans un article, j'ai encore un menu tout en haut ou tout en bas qui me permet d'aller toucher à chacune des autres facettes du site web. Donc, toujours donner le plus de liberté possible à l'utilisateur et réduire le nombre de clics qu'il va finir par faire pour atteindre ce qu'il veut faire. Donc, au final, si je viens sur ton site et que pour acheter un produit, j'ai besoin de faire 25 clics plutôt que si j'ai besoin d'en faire 6, définitivement que j'ai une meilleure expérience si j'ai en faire 6. Est-ce que les informations sont cachées? Est-ce que j'ai de la misère à trouver mon panier? Donc, le volet expérience utilisateur vient jouer pour beaucoup.
parce qu'au final, si j'ai une bonne expérience utilisateur et qu'au final, j'ai besoin d'un produit encore une fois, ben, je vais revenir sur ce site-là parce que j'ai aimé mon expérience la dernière fois. Avec le marketing digital, je le sais qu'on a parlé de la pertinence du contenu, dépendamment du visiteur. On a parlé de l'expérience utilisateur aussi, mettons 6 clics au lieu de 20 clics. Donc, aligner les deux, comment est-ce qu'on peut... Moi j'ai cette question-là. Aller chercher le client, aller provoquer le client à shifter sa manière de peut-être de voir ou l'attirer vers quelque chose. Comment on le fait? Parce que nous, on parle du concept de découverte culturelle. Puis la découverte culturelle, je ne sais pas si c'est un concept qui est très répandu encore, mais comment aller chercher le monde pour exposer mettons, les bons côtés de la découverte culturelle, l'aspect voyage, l'aspect découverte. Comment... Ben, en fait, c'est là que je t'invite beaucoup à découvrir tout ce qui est du marketing digital parce qu'une fois qu'on a le contenu puis qu'on veut aller l'exposer aux gens, ben, c'est là que je viens mettre un cachet derrière pour aller donner de la visibilité. Donc, aller via d'autres plateformes, via des réseaux sociaux, via Google, via les autres moteurs de recherche pour aller me positionner et proposer aux gens cette avenue-là. Donc, l'un vient définitivement avec l'autre pour aller donner plus de visibilité là-dessus. Ben, c'est vraiment intéressant et c'est fou de voir où on en est rendu et que les deux, on est partis en fait de nos études à l'UQTR. Si on se ramène un peu à ce qui nous a amené ici aujourd'hui, quand on parle de l'UQTR maintenant et que tu en parles à tes proches, qu'est-ce qui te vient en tête? Quels sont tes souvenirs qui sont rattachés à l'UQTR? Mais je crois que mon expérience à l'UQTR était des plus merveilleuses. D'abord, ma maîtrise en mathématiques et informatique appliquée m'a offert comme une excellente base, une solide base théorie et pratique qui est aujourd'hui très essentielle dans ma vie professionnelle. Et aussi mon implication. J'ai été impliqué au sein de l'université, de la vie associative. Et ça a développé mon leadership et ma capacité à m'adapter, dans le fond. Et enfin, moi, je considère, pour moi, l'UQTR n'a pas été juste un lieu d'apprentissage académique. Ça a été, pour moi, un tremplin dans ma vie professionnelle, Fait que je suis très, très reconnaissant pour ça. Écoute, je résonne beaucoup avec ce que tu dis. J'ai eu des différentes facettes de mes études qui ont été faites avant de venir à l'université et au final, ma vie ici a été quand même bien différente. Une vie étudiante beaucoup plus soudée vu que j'étais un peu plus loin de chez moi. J'avais un appartement ici, donc la vie étudiante était vraiment très, très... en fait, on la ressentait, les fins d'études, justement, les salles de cours, les salles d'études, justement, en groupe, tous les projets que j'ai pu vivre ici. Ça a été quand même... un gros passage dans ma vie, ça m'a donné, je résonne beaucoup avec ce que tu dis, justement, ton adaptabilité, ta façon d'approcher les problèmes, et c'est quelque chose qui s'apprend, qu'on a un peu en nous, mais qu'au final, l'université nous aide à en fait, profiter de ces talents-là qu'on a de cachés. Clairement que je remercie beaucoup l'UQTR pour tout ce que j'ai pu apprendre. OK. Fait que déjà, ça me fait penser l'histoire de t'es sur le campus et t'habites ailleurs, etc. Ça me rappelle un souvenir de l'université. Moi, j'étais impliqué au niveau de la banque alimentaire de l'université. Fait que à chaque période de fête, comme là, présentement, on faisait comme des boîtes de Noël qu'on allait distribuer à des étudiants sur le campus. Fait que l'expérience était, on te donne une coupe de boîtes, là, et tu pars avec différentes adresses et tu livres aux étudiants. Puis j'ai rencontré dans ma job de livreur, là, j'ai rencontré un étudiant qui était une personne assez âgée et qui m'a dit qu'il venait, et c'était un immigrant, c'est un étudiant immigrant, et il m'a dit qu'il était loin de sa famille. C'était un homme qui avait une femme et des enfants. Il était venu ici pour faire un doctorat. Il m'a raconté son histoire. Et il m'a dit, lui, dans sa culture, il ne fête pas Noël. Mais le fait de recevoir la boîte de Noël, dans le contexte où il se sent seul, loin de sa famille, ça lui apportait beaucoup de chaleur. Puis moi, ça m'a marqué aussi. Et je me suis dit, en fait, ce n'est pas juste des boîtes de Noël qu'on distribuait. On distribuait aussi de l'amour et de l'attention. Fait que c'est mon plus beau souvenir de...
C'est vraiment magnifique. J'ai plein de bons souvenirs aussi de tout ce qu'on a pu faire en groupe, évidemment, les compétitions académiques, tout ce qui est les jeux du commerce, le happening marketing, beaucoup de préparation derrière, beaucoup d'efforts, beaucoup de gens qui se donnent corps et âme pour préparer du mieux qu'on peut justement les équipes universitaires, alors que c'est pas des travails rémunérés, c'est en fait du bénévolat et on donne vraiment de nos efforts pour aider tout le monde à avoir une meilleure expérience. Donc évidemment, je donne le message à tous ceux qui nous écoutent de s'impliquer puis d'essayer de découvrir tout ce qui vient avec le programme universitaire. Il y a plein de choses qui sont connexes, qui sont en fait à portée de main, mais il faut justement tendre la main pour aller expérimenter ça. Il y a clairement beaucoup de belles choses qui sont à découvrir à l'université. OK. Fait que moi, je pense, je vais terminer avec ça. Ma plus belle fierté de l'UQTR, c'est vraiment le prix de l'engagement que j'ai remporté. Fait que je l'ai rapporté. Je vais juste montrer aux téléspectateurs. C'est ma plus belle fierté de l'UQTR, fait que je le partage avec tous les téléspectateurs, avec toi aussi. Donc, voilà. Ce prix-là t'a été donné par rapport à qu'est-ce que tu as fait exactement durant ces 2019-2020 que je vois? Qu'est-ce qui est arrivé durant cette année-là pour que tu reçoives le prix? OK. En fait, j'étais impliqué au niveau de la SAE comme mentor. Fait qu'ils ont un programme qu'ils appelaient programme de jumelage. Et à ce programme-là, on te jumelle avec différents étudiants. C'est comme l'espèce de mentor que tu accompagnes. Fait que cette expérience était elle était très belle parce que j'ai rencontré 2 étudiants qui venaient de la France, une étudiante qui venait du Vietnam, une du Togo et un dernier de la Côte d'Ivoire comme moi. Fait que moi, j'étais le mentor de ces étudiants-là et ça m'a permis aussi de me frotter un peu aussi à d'autres cultures. Et c'est ça ce que j'ai aimé. J'ai été aussi impliqué comme délégué syndical et vice-président de la communication à l'association des syndicales des travailleurs de l'université, des travailleurs étudiants. Après ça, j'ai été aussi impliqué dans plusieurs comités. J'ai été même le vice-président de l'association étudiante des étudiants étrangers. Et j'étais impliqué dans le comité comme le comité de la sous-commission des études, là où c'était vraiment un organe décisionnel de l'université. Fait que je pense que c'est toute cette implication qui m'a valu le prix de l'engagement, dont j'en suis fier aujourd'hui. Ben écoute, c'est un honneur de pouvoir partager ce balado-là avec toi. Clairement que moi aussi. D'avoir pu écouter tout ce que tu as pu faire et d'où tu viens, en fait, c'est vraiment super beau. Et moi aussi, Jean-François, le plaisir est partagé. Ben, merci pour toutes ces discussions. Je pense qu'on pourrait en parler encore des heures et des heures, mais c'est vraiment très inspirant. OK. Merci à Maxime Haquet et Jean-François Chevalier, nos 2 invités diplômés de l'UQTR pour cet épisode. Et je tiens à remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de ce balado, enregistré dans la salle e-sport du campus de l'UQTR. Et d'ailleurs, saviez-vous que notre université offre un programme en développement du sport électronique? Pour toute information, consultez notre site web au www.uqtr.ca. Pour proposer des sujets ou des invités pour nos prochains épisodes ou pour mettre à jour vos coordonnées de diplômés de l'UQTR, écrivez-nous à l'adresse diplôme@uqtr.ca. À très bientôt pour un prochain épisode d'Au-delà du diplôme.